Bienvenue chez Les Plumes Libres, une maison d'auteurs indépendants qui s'entraident, se soutiennent et font ensemble la promotion de leurs œuvres. Dans ce podcast, nous vous proposons de découvrir nos univers à travers la lecture d'extraits de nos romans ou de nouvelles inédites. Ce soir, pour continuer nos nuits de la lecture, nous vous proposons de découvrir le second roman de Vicky Valence, Au pied de mon arbre compagnon. Au pied de mon arbre compagnon, un roman de Vicky Valence. Présent. C'est le même rituel chaque soir. Il vient au bord de mon lit. Maman, je t'aime maman, tu me manques. Ensuite, il monte sur le lit et se glisse sous la couette. Entre ton père et moi, il s'endort en quelques minutes. Depuis le drame, ton petit frère Théo refuse de dormir seul. Nous n'avons pas la force de le laisser pleurer dans son lit. Enfin, ton père n'en a pas la force. Quant à moi, je ne suis plus rien. Je passe mes journées au lit à pleurer. Je me refuse à vivre. Je suis coupable et je lis ma culpabilité dans ses yeux quand son regard me traverse. Malgré ses « je t'aime », je sens sa douleur et je sais qu'il m'en veut. Son petit corps chaud se colle systématiquement à ton père, comme pour s'éloigner le plus possible de moi. Avant déjà, il préférait les câlins de papa. Mais maintenant que je me terre ici, dans cette chambre sans en bouger, c'est comme si je n'existais plus. Pourtant, je ne lui en veux pas à mon bébé, mon fils. Il n'a que 5 ans. Comment pourrait-il comprendre que je reste ici, inerte, tandis que son père se bat pour lui, anéanti lui aussi par la peine, mais plus fort et plus courageux que moi. Ton père, Antoine, attend que Théo s'endorme pour pleurer lui aussi. Allongé sur le dos, dans le noir, la tête de ton petit frère, au creux de son bras, il verse des larmes silencieuses. Sa main caresse son dos, aussi doux qu'à sa naissance. Il se raccroche à ton frère pour tenir. Il s'accroche à cet amour fusionnel qui les lie. Parfois ton père me parle, sans me regarder. Où es-tu, mon amour? Dans quel monde? Pourquoi tu ne me réponds pas? Pourquoi tu ne me fais aucun signe? Je t'aime, Charlotte, mais ne me laisse pas comme ça. Je t'en supplie, réponds-moi. Tu crois que je t'en veux, mais c'est faux. Je te jure que je t'aime et que si tu me parles maintenant, j'en sortirai encore plus fort. J'ai besoin de toi, Charlotte. J'ai besoin de te sentir près de moi, je t'en supplie. De l'autre côté du lit, dos à eux, je n'ai pas la force de lui parler. Je n'ai pas les mots pour lui dire combien je suis désolée. J'ai tué notre famille, j'ai crevé notre bulle. Je l'entends et je l'écoute, mais ma voix est partie avec toi. Si je lui dis simplement que je l'aime, j'aurai l'impression de te trahir. J'aimerais pourtant tellement caresser sa peau, me blottir dans ses bras, prendre la place de ton frère juste quelques minutes, sentir un peu de sa chaleur, car je te jure que mon corps est vide. J'ai froid. Je ne ressens plus rien d'autre que cette culpabilité qui me cloue ici. À Théo, je chuchote des mots d'amour dans son sommeil. Je lui raconte la vie que vous auriez eue si j'avais été une meilleure maman. Je lui dis que je l'aime et que je suis désolée. J'essaie de gagner la pitié de son subconscient. Je lui dis combien il est beau, combien je suis fière du petit homme qu'il devient. Théo a pris mes yeux, il a pris ma bouche, il a pris la couleur de mes cheveux, mais il a la douceur et le calme de ton papa. Ses petits cheveux blonds et fins chatouillent les bras d'Antoine quand il bouge la nuit. Théo bouge énormément dans son sommeil, lorsque les mauvais rêves affluent. Alors papa se tourne vers lui et le serre fort dans ses bras. Il serre cette petite boule qu'est son corps roulé en fœtus. Ses genoux contre son ventre, ses bras cachant son visage, des images terribles envahissent son esprit. Sa tête contre le torse de papa, le calme revient. Avant même qu'il ne pleure ou ne crie, je sais que les démons des cauchemars sont là dans sa tête. Je les vois arriver, car ils viennent aussi dans la mienne. Je vois du sang, j'entends des cris, je t'entends qui m'appelle, qui me supplie. Mais au lieu de le consoler avant qu'il ne s'éveille en larmes, je reste recroquevillée dans mon coin. Je n'ai plus la force de leur donner de l'amour. Tout a disparu avec toi, ma fille. Chapitre 1. Je suis tellement absorbée par l'histoire de Madame de Morceau que je suis recourbée sur mon livre. Mon dos ne touche plus le tronc chaud de l'érable qui me soutient à chaque intercours. Crispée sur les pages jaunies par le temps, seuls mes yeux bougent à une vitesse phénoménale. Malgré les nombreuses descriptions du paysage, ce livre, Le lys dans la vallée, sera sûrement l'une de mes plus belles trouvailles. Je ne lis pas les derniers romans sortis, les best-sellers de l'année. Non, je cherche mes trésors sur les étagères de la vieille bibliothèque du lycée. J'aime l'odeur des vieux livres, du papier tapissé de poussière et les couvertures qui ne captent pas l'attention des autres lecteurs. Moi, j'aime la patine du temps sur les livres. J'aime imaginer les centaines de personnes qui ont lu la même histoire, qui l'ont aimée ou détestée,
dévorer ou savourer, page après page. J'aime penser que chacun a pu y trouver un semblant de réponse à une question existentielle. Bien entendu, mon incapacité à acheter des livres neufs contribue beaucoup à ces choix. Le soleil est à son zénith et à la pause de midi, les feuilles de mon arbre compagnon ne me protègent plus de sa chaleur. Quelques gouttes de sueur perlent sur mon front, mais je ne bouge pas. J'irai chercher de l'ombre à la fin de ce chapitre. Peut-être. Assise en tailleur, je ne sens plus mes jambes depuis un bon moment. Les fourmis se baladent le long de mes mollets et viennent chatouiller la plante de mes pieds. Mais je reste immobile. Je plisse les yeux car autour de moi grouillent des dizaines d'élèves. Par groupe de 2, 5 ou 10, ils passent tout près de moi, me cachant du soleil quelques secondes. Quand la lumière revient, les lettres ne sont plus qu'un brouillard d'encre et je dois papillonner des yeux pour que les mots forment à nouveau des phrases. Je suis invisible pour mes camarades. Parfois même, ils se prennent les pieds dans les miens. Sans un mot, ils reprennent leur route. Encore cette maudite racine. Je suis arrivée dans cet établissement à la Toussaint, il y a bientôt 6 mois. J'ai vu les feuilles de l'érable tomber sans qu'ils se dénudent complètement, puis se couvrir de blanc en hiver. L'année scolaire venait à peine de commencer quand mes parents ont emménagé ici, à Nantes. Pourtant, dans le regard des élèves, je vois le reflet de l'étrangère que je suis. Je n'en fais pas cas, j'accepte et accueille leur dédain avec tolérance et compassion. Oui, je compatis. Qui s'intéressera à une personne aussi dénuée de charisme que moi ? Même moi, je m'ennuie de moi. De plus, se faire des amis, c'est répondre à des questions personnelles, et je n'y tiens pas particulièrement. Avec la lecture, je deviens qui je veux. Une femme adultère, une jeune fille au pair, un capitaine de bateau, une princesse capricieuse. Avec la lecture, je vais où je veux. Dans les pays chauds d'Afrique, dans les contrées froides et désertes, dans les plus belles villes du monde, ou dans la misère des peuples abandonnés. Avec la lecture, je ne vois plus ce qui se passe autour de moi. Je n'entends plus les rires et les cris de mes camarades. Je ne sens plus les courants d'air qu'ils déplacent en me frôlant. Je ne vois plus les bâtiments hauts de plusieurs étages qui m'encerclent, ni cette petite cour qui doit fourmiller d'hormones adolescentes. Le seul son qui parvient à mes oreilles, c'est les chants des feuilles de mon arbre compagnon. Son chant accompagne mes aventures. Tantôt, il est le vent qui souffle dans la tempête, tantôt, le bruissement d'un animal sauvage dans un buisson. Il est ce que j'ai envie qu'il soit. Je suis maîtresse de mes lectures. Enfin, presque. Je garde les yeux sur mon livre, mais ils ne lisent plus. Sans les lever, je distingue en contre-jour une silhouette longiligne. Je reste la tête baissée, je refuse de la regarder et pourtant je frissonne. Je tente de paraître absorbée par ma lecture, mais je ne sais déjà plus où j'en suis. Cela fait peut-être plusieurs secondes ou minutes que je n'ai pas tourné de page, s'en est-il seulement rendu compte. Tant pis, je passe à la page suivante sans rien comprendre, je reviendrai dessus plus tard. La présence de ce garçon me perturbe. Je ne sais pas ce qu'il veut, il semble planté là depuis un moment. Je sens son regard sur moi, il me donne chaud. Sans un mot, il vient s'asseoir à mes côtés. Je l'ignore et continue de lire sans lire. Discrètement, je tourne la tête vers la gauche d'un millième de centimètre. Il s'est adossé à mon arbre compagnon, a ramené ses genoux contre son torse et posé ses mains dessus. Son sac à dos usé, qui a dû servir à une bonne dizaine d'enfants avant lui, est posé contre ses pieds. Il ferme les yeux et offre son visage au soleil. Je me permets alors de l'observer plus attentivement. Ses baskets sont usées jusqu'à la semelle, les lacets dépareillés et son jean est 10 fois trop grand pour lui. Il doit marcher dessus, car les bas de son pantalon sont délavés et de longs fils traînent sur le sol. Je sursaute quand je vois ses mains bouger. Je retourne à mon livre et j'attends qu'il parle, ou pas. Il est si proche de moi que je ne peux pas imaginer qu'il soit venu s'installer ici sans raison. Mes yeux sont rivés sur les lignes, mais mes oreilles sont tendues vers lui. Enfin il me dit « Je m'appelle Antoine. » Et je galère en cours, je n'y arrive pas. Je suis derrière toi en classe de maths, et j'ai vu que tu avais des notes excellentes. Tu serais d'accord pour m'aider à réviser ? Il me parle sans me regarder. Son attention semble accaparée par un groupe d'élèves qui rit trop fort à quelques mètres de nous. Est-ce bien à moi qu'il s'adresse ? Moi qui suis invisible aux autres ? Lui aussi d'ailleurs, il est seul, tout le temps. Nous sommes arrivés quasiment en même temps, à quelques jours près. Il est comme moi, donc, un paria. Je tourne la tête vers lui, mais je ne réponds pas. Alors il finit par glisser son regard vers le mien, et là, explosion. Nos regards se parlent immédiatement. Nos yeux tombent amoureux. Comme dans les romans à l'eau de rose que je dévore avant que la lumière ne s'éteigne dans ma petite chambre. En quelques millièmes de seconde, tout devient clair. Je n'arrive pas à le quitter des yeux. Ses grands yeux marron foncé, presque noirs, en amande, brillent tant. Ses cils sont courts mais fournis. Je peux même voir ses pupilles se dilater. Il ne cligne pas des yeux, comme s'il craignait que je m'évapore si ses paupières s'abaissent une seule seconde. Ses cheveux bruns sont coiffés sur le côté, une longue mèche lui cache le haut du visage. Mes mains lâchent mon livre.
Il gît à mes pieds, ma page perdue. Mais ça n'a aucune importance à cet instant précis, car dans les yeux d'Antoine, je lis beaucoup plus que dans un roman quelconque. Au bout de ce qui paraît une éternité, je le vois sourire. Ce sourire lui confère un charme encore plus irrésistible. Puis il me dit « Alors, tu es OK ?» Je bégaye quelque chose qui ressemble vaguement à un « Ouais, si tu veux ?» Il rit, et je tombe amoureuse. Son rire est franc, beau et doux, un rire calme, mais assez puissant pour faire taire tout ce qui nous entoure. Même les oiseaux se taisent, aux aguets, attendant la suite. Je n'avais jamais entendu Antoine parler, et encore moins rire, bien que nous soyons dans la même classe. Sa voix est rauque, elle a déjà pris un ton masculin. Il a fini de muer depuis longtemps, mais son corps fin et presque migrichon lui laisse un petit air enfantin. Il lâche mon regard à mon grand désarroi et se relève. Il s'époussette le jean, fait quelques pas, puis se retourne et dit « On peut s'attendre à la fin des cours et aller au jardin des plantes pour réviser ? J'ai besoin de nature pour apprendre. Enfermé dans une chambre, c'est impossible pour moi. » « Ouais, si tu veux, je répète. Mais quelle cruche! Je suis incapable de dire autre chose que ces 3 mots. Je me sens ridicule, mais c'est déjà trop tard. » Il s'éloigne déjà vers la salle des cours et la sonnerie m'oblige à lui emboîter le pas. La tête ailleurs, j'en oublie mon livre sur le sol. Je l'abandonne à mon arbre compagnon. Chapitre 2. Il est 17h30. J'attends Antoine devant le grand portail noir du lycée. Tout l'après-midi, j'ai eu le ventre noué, ressassant notre moment ensemble, me demandant si je n'aurais pas pu être plus inspirée. Aurais-je pu être plus cool ? Finalement, je réalise que j'aurais été ridicule quoi que je fasse, trop réservée pour être originale. Je n'ai rien écouté en cours de maths, comptant les heures jusqu'à nos retrouvailles. Il arrive, reste naturel, surtout ne rougis pas. Il marche d'un pas léger, nonchalant, à peine en contact avec le bitume. Ses longs bras frôlent ses cuisses. Dès qu'il croise mon regard, il ne me quitte plus des yeux jusqu'à ce qu'il se poste devant moi. « Salut, dis-je, bien que nous soyons dans la même classe et que nous ayons discuté il y a à peine 4 heures. Je m'enfonce dans le ridicule. Je rougis et il me fait un clin d'œil. Nos sacs sur le dos, nos vestes en jean sur le bras, nous partons en direction du parc à seulement quelques centaines de mètres. Durant les 3 minutes de marche, aucun mot ne sort de nos bouches. Ma tête est en ébullition. Que lui dire ? De quoi parler ? Mis à part la lecture, je n'ai aucune passion. Nous marchons côte à côte, silencieux, mes joues sont en feu. Bizarrement, lui semble à l'aise. Il glisse presque sur l'asphalte, tandis que je me déplace avec gêne et maladresse à ses côtés. Mes cheveux blonds coupés au carré encadrent mon visage aux joues creuses. Mes épaules éternellement basses me donnent un air de chien battu, et mes fringues trop grandes ne me mettent pas en valeur. Antoine, lui, possède une élégance naturelle malgré ses vêtements usés. Je ne comprends pas pourquoi il n'a pas d'amis. Il pourrait être le meneur d'un groupe de skateurs ou de musiciens. Je l'imagine bien avec une guitare à la main, mais tout comme moi, il est nouveau et seul. Arrivé à l'entrée du parc, je le suis d'un pas derrière lui. Sans me consulter, il trace sa route, dépassant les bancs trop proches des structures pour enfants, ignorant les tables de pique-nique près de la ferme pédagogique. Il marche, sûr de lui. Perdu dans mes pensées, je ne le vois pas s'arrêter et me cogne contre lui. Son sac amortit le choc et il semble ne rien avoir remarqué. Je fais mine de rien et lève les yeux vers lui. « Ça ne t'ennuie pas qu'on se mette là ? J'aime bien le contact de l'herbe. » Et avant même que je puisse répondre, il retire ses baskets blanches qui sont en réalité plus grises que blanches et trouées à l'arrière. Je détourne le regard pour ne pas le mettre mal à l'aise, mais il capte mon regard. Ouais, je sais, elles sont vieilles, mais c'était ça venir en tongs, le choix était vite fait. Il rit et je ris aussi. Moi non plus, je n'ai pas les vêtements ou les chaussures à la dernière mode. Je récupère les affaires des autres. Si on regarde bien, on peut voir le nom d'un garçon sur l'étiquette de ma veste, les ourlets décousus de mon jean et mes chaussettes trouées. Et si on fait vraiment attention, on remarque que je n'ai que 3 tenues que je fais tourner chaque semaine. Mais je suis invisible pour mes camarades et mes profs. Même si je venais en sous-vêtements, ça ne ferait rire personne. Pendant 2 heures, nous révisons les maths, la philo, le français. Il n'est pas si mauvais, je le soupçonne de m'avoir menti pour m'approcher. Mais comme je trouve ça mignon, je fais comme si de rien n'était. Nous sommes en plein mois d'avril et le parc est animé. Des gens promènent leurs chiens, des joggeurs et des cyclistes passent, des assistantes maternelles se retrouvent en petits groupes avec les enfants, qu'elles surveillent d'un œil. Les employés de la mairie passent la tondeuse et ramassent les déchets des inconscients. Des canards et des poules d'eau occupent les plans d'eau, et au milieu de tout ça, il y a nous. Comme ce matin, lorsqu'on s'est parlé pour la première fois, une bulle se forme autour de nous. Plus rien n'existe que nos 2 âmes en parfaite communion. De l'extérieur, on pourrait voir 2 jeunes qui étudient, peut-être aussi un garçon et une fille qui flirtent, mais à l'intérieur, c'est la cohésion totale. Nos corps se parlent et se comprennent sans se toucher. Nous ignorons tout de nos vies quand nous nous séparons à l'entrée du parc, si ce n'est que nous sommes aussi pauvrement vêtus l'un que l'autre et que désormais, nous serons seuls à 2. Merci pour votre écoute. Si vous souhaitez découvrir nos romans,
n'hésitez pas à visiter notre site internet lesplumeslibres.com. Et si vous souhaitez nous soutenir ou nous rejoindre dans l'équipe des Plumes Libres, visitez notre page lesplumeslibres.com/soutenir. À bientôt!